Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Parlons Vrai chez Bourdin, parlons de la vie, tout simplement, avec tous les sujets d'actualité que nous allons développer. Et vous pouvez intervenir, vous le savez, 0826 300 300. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? 11h midi, vous le savez, jeudi politique. Nous sommes jeudi politique, sujet de débat avec les élus que nous recevrons aujourd'hui, réforme des retraites, le débat en cours à l'Assemblée, où en est-on? La disparition de Pôle emploi remplacé par France Travail. Une personne qui demande le RSA sera automatiquement inscrite à France Travail. Nous parlerons aussi du port de l'abaya dans les collèges et lycées. Faut-il instaurer des listes de tenues autorisées à l'école? Nous en parlerons tout à l'heure entre 11h et midi. De plus en plus de Français conduisent sans assurance. Le fonds de garantie des victimes alerte l'État. Les éleveurs demandent un plan de sauvegarde, importation, concurrence déloyale. Il est vital et urgent d'agir, estiment les professionnels de la viande, du lait, des œufs, de l'aquaculture. L'élevage français est en péril. Nous allons en parler dans un instant. Malek, 8 ans, et son père n'ont pas été retrouvés. Vous avez entendu l'alerte enlèvement. Le père de Malek est soupçonné du meurtre de sa compagne, qui n'est pas la mère de l'enfant. Nos dernières informations tout à l'heure à 12h05. Et puis à Morsan-sur-Orge, dans l'Essonne, une enfant de 4 ans a été violentée, écoutez bien, par 2 camarades de 5 et 6 ans dans une école maternelle. Nous parlerons de la violence entre enfants à 12h05 avec le pédopsychiatre Gilles-Marie Vallée. Il est 10h32. Vous pouvez retrouver notre émission en direct à la radio, 99.9 à Paris et en Ile-de-France. Vous connaissez les autres fréquences. Sur l'application Sud Radio également. Vous mettez l'application sur vos smartphones, vous appuyez, vous écoutez Sud Radio. Et puis sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, en direct aussi sur Facebook Live et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Dans quel monde on vit avec vous, Félix Mathieu? Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Rappel à l'ordre de la Banque de France contre les magasins qui imposent le paiement par carte. Oui, les commerçants sont de plus en plus nombreux, et pas que les commerçants d'ailleurs, à refuser les paiements en espèces. Ceux qui refusent les paiements en espèces s'exposent à une amende. 150 € d'amende pour ceux qui refusent les billets ou les pièces. Rappel à l'ordre du Comité national des moyens de paiement. L'organisme chapeauté par la Banque de France explique avoir de plus en plus de remontées du terrain des cas de refus d'espèces. L'argent liquide doit être accepté par les commerçants tous les jours, y compris les dimanches, mais aussi, précise un communiqué du CMP, lors des festivals ou des manifestations sportives, des événements qui de plus en plus ont tendance à bannir le cash, souvent même en imposant aux festivaliers une carte accréditée comme seul moyen de paiement le temps de l'événement. Cet organisme déplore aussi les supérettes, par exemple, qui ouvrent le dimanche, mais avec seulement des caisses automatiques dépourvues de moyens de paiement en espèces illégales. La loi délimite en fait les cas où l'argent liquide peut être banni. Certains travailleurs de nuit peuvent refuser les espèces pour des raisons de sécurité, tout simplement pour ne pas s'exposer au vol. Refus légitime si le billet ou la pièce est abîmé, ou encore si vous comptiez payer avec plus de 50 pièces. Et oui, on peut vous refuser la brouette de pièces d'1 centime. La brouette de pièces d'1 centime, oui, c'est logique. Donc c'est 50 pièces. 50 pièces, on pas peut plus refuser. de 50 pièces pour payer. Ça vous est arrivé, on vous a refusé le paiement en espèces. Racontez-nous. 0826 300 300. Il est 10h34. L'élevage français est en péril. Alerte lancée par les éleveurs qui demandent un plan de sauvegarde. Les professionnels de la viande bovine, la viande ovine, les volaillers, professionnels du lait, des œufs, de l'aquaculture, du foie gras. L'élevage français est en péril. Que se passe-t-il? Eh bien, pour en parler, notre invité dans un instant, qui n'est autre que qu'Anne Richard, qui est directrice d'INAPOR, l'interprofession de la filière porcine. Anne Richard, bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? L'élevage français est en péril. Anne Richard, pourquoi? On est face à une situation très simple. On a une consommation de viande qui se maintient en France et en parallèle, on a une production de viande qui est en train de décrocher dans toutes les filières et notamment la filière porcine que je représente parce qu'en fait, on a du mal à installer des jeunes parce que ces jeunes-là, finalement, mettent beaucoup de temps à obtenir les autorisations pour s'installer d'une part et d'autre part, on fait face à une accumulation de réglementations compliquées
qui font que c'est de plus en plus, disons, décourageant de vouloir s'installer dans les filières animales. Alors, pour les porcs, par exemple, les réglementations, l'autorité sanitaire européenne veut maintenant limiter la taille des portées de porcelets, bannir les cages pour les truies qui mettent bas et allaitent, ce qui implique de changer, de faire des travaux dans les installations, ça coûte cher, hein, Anne Richard. Il y a ça, et puis il y a l'impossibilité d'étendre les élevages de porcs. En fait, on est très inquiet en effet face à ces nouvelles réglementations qui sont en cours de gestation au niveau des autorités européennes, parce que si on mettait en place tout ce qui est prévu à ce stade juste pour la filière porcine, il faudrait que les éleveurs français investissent plus de 9 milliards d'euros, ce qui est absolument impossible à leur niveau. Donc oui. Nous, on demande juste que les mesures qui seront proposées soient acceptables et absorbables par les exploitations. Ensuite, et oui, mais vous savez que l'Europe défend le bien-être animal. Mais nous aussi. Nous, on défend très fort le bien-être animal, mais il y a façon et façon de faire du bien-être animal, et du coup, il faut écouter les éleveurs. Ils sont prêts à évoluer sur un certain nombre d'éléments, et même des éléments fondamentaux, mais il faut prendre les décisions en discutant avec eux sur ce qu'il est possible de faire. Le bien-être animal, c'est le quotidien d'un éleveur. Tous les jours, quand il rentre dans sa porcherie, son souci, c'est que ses animaux se portent bien et qu'ils soient dans de bonnes conditions. Où en est la production de porc en France ? Alors, on est sur une production qui décroche légèrement cette année, puisqu'on est sur une production qui est en baisse de 5%. Or, on avait la chance en filière porcine, on était la dernière filière viande qui était autosuffisante, c'est-à-dire qu'on produisait légèrement plus de porc, on est à 101%, donc, par rapport à la consommation française. Et là, cette année, on décroche, donc on se rend compte qu'on va en porc, comme dans les autres filières animales, favoriser les importations parce qu'on met en place des réglementations qui sont compliquées pour les jeunes éleveurs. Voilà, importation de porc, venu d'où? Venu des États-Unis, venu du Brésil, comme pour la volaille. Alors, pour l'instant, en porc, les importations viennent des autres pays d'Europe. Oui. Et comme les autres pays d'Europe sont aussi en train de baisser leur production parce qu'ils subissent potentiellement les mêmes réglementations que nous, on a le risque d'aller vers le même phénomène que la filière volaille et de se retrouver à moyen terme avec des importations des autres pays du monde. Que demandez-vous ? On demande simplement deux choses. La première, c'est que les réglementations qui vont être proposées soient bien négociées en lien avec les éleveurs, qu'ils puissent bien participer aux négociations et que les décisions qui seront prises soient faites dans le cadre d'un investissement qui est possible sur une exploitation et ou qu'il y ait des aides à proportion de ce qui est demandé. Et la deuxième chose, c'est que l'on laisse plus de part de voix aux éleveurs dans les médias, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'élevage sans savoir de quoi ils parlent. Et donc, il est important que les gens qui parlent de l'élevage, ce soient des éleveurs ou des gens qui travaillent avec eux de très près pour vraiment raconter ce qui se passe vraiment dans les élevages. Je peux vous dire qu'ici, vous avez la porte ouverte. Hein. Vous pouvez venir parler d'élevage quand vous voulez, parce que je défendrai toujours l'élevage. Hein. Toujours. L'élevage français, notamment, Anne Richard, parce que c'est la culture française. Hein. Et puis, je voudrais rappeler la qualité de l'élevage français par rapport à tous les autres élevages dans le monde entier. Merci Anne Richard. Merci à vous. Merci vraiment. Il est 10h39, ça vous fait réagir. Vous n'hésitez pas. Nous allons observer une petite pause. Ensuite, je vais appeler Guillaume Garot, le député socialiste. Guillaume Garot qui qui est le rapporteur d'un amendement transpartisan qui a été déposé ce matin sur les déserts médicaux et qui limite la liberté d'installation des médecins. Je dis bien qu'il limite la liberté d'installation des médecins. Plus de 200 députés ont signé cet amendement. Nous en parlerons dans un instant. 2 minutes. Un peu de pub, 10h40. Jean-Jacques Bourdin. J'appelle Guillaume Garot, qui est député socialiste de la Mayenne. Guillaume Garot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sorti de l'hémicycle. Ça se passe comment à l'Assemblée, là, sur la réforme des retraites ? Le débat est vif, mais c'est un débat très intéressant sur les droits du Parlement, finalement. Oui. Et donc, le débat continue de se dérouler et nous verrons d'ici quelques minutes maintenant comment il se solde et si on nous laisse ou pas le droit de voter sur cette S'il n'y a pas de droit de vote, il y aura motion de censure. Pour vous, elle est indispensable ?
Alors ça, on verra ça ensuite, mais au moment où je vous parle, là, beaucoup de députés dénoncent le deux poids, deux mesures du gouvernement qui, là, s'oppose au débat et au vote sur un texte d'abrogation de la loi des retraites, prétextant une charge, alors que encore la semaine dernière ou la semaine précédente, il laissait passer d'autres textes où là, il y avait une création de charges pour les collectivités locales. C'était l'épisode, rappelez-vous, sur le drapeau européen obligatoire dans chaque mairie. Et là, ça ne posait de problème à personne. Donc, voilà, il s'agit aujourd'hui de voir comment on veut faire vivre notre démocratie parlementaire et ce qu'on laisse comme capacité aux députés, non seulement de s'exprimer, mais aussi, et j'allais dire surtout, de voter. Guillaume Garot, passons à cet amendement que vous avez déposé, votre amendement pour limiter la liberté d'installation des médecins. Oui, pour encadrer cette liberté. Oui, c'est un amendement que transpartisan. Je ne porte pas seul. Exactement, transpartisan. J'avais pris l'initiative il y a presque un an maintenant, on était au mois de juillet 2022, de ce groupe transpartisan pour voir comment ensemble, au-delà des étiquettes politiques, on était capable de proposer des solutions nouvelles contre la désertification médicale. 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui, 8 millions qui vivent dans un désert médical, toutes les politiques qui ont été actionnées depuis des dizaines d'années qui ne produisent pas leurs effets. Donc, à l'évidence, il faut changer de braquet. Ce que nous proposons, c'est d'encadrer cette liberté d'installation, comme ça existe pour d'autres professionnels de santé, les pharmaciens, les infirmiers, les infirmières, les kinés, qui eux aussi obéissent à des règles pour leur installation. Donc, nous souhaitons inventer avec les médecins de nouvelles règles, de telle sorte qu'on répartisse mieux nos médecins à l'échelle nationale. Quelles restrictions? Toute nouvelle installation d'un médecin ou d'un chirurgien dentiste sera subordonnée à l'autorisation de l'agence régionale de santé, c'est cela? C'est tout à fait ça, en fonction des besoins de santé d'un territoire, parce que on connaît les inégalités qui sont extrêmement fortes aujourd'hui selon l'endroit où on habite. Et on sait très bien, c'est des chiffres qu'il faut redonner à chaque fois. Il y a 3 fois plus de médecins généralistes par habitant dans les Hautes-Alpes qu'il n'y en a dans l'Eure. Si on regarde du côté des spécialistes, il y a 18 fois plus d'ophtalmo par habitant à Paris qu'il n'y en a dans la Nièvre. Et si on regarde du côté des dermatos, là on atteint 23 fois plus de dermatos à Paris que dans la Creuse. Ça, c'est la réalité vécue. Et donc, il faut être capable aujourd'hui de dire à nos médecins, n'allez plus vous installer là où il y a suffisamment de médecins. Ils ne pourront plus s'installer là où ils veulent. Sauf pour remplacer un médecin qui partirait à la retraite. D'accord. Voilà ce que nous disons. Mais nous leur disons dans le même temps, allez vous installer où vous voulez ailleurs, là où il y a des besoins, là où il y a des patients qui sont en attente d'un médecin. Et je pense que c'est comme ça, en portant cette voix de l'intérêt général, en portant cette attente très forte de nos concitoyens, qu'on arrivera à des solutions qui soient enfin efficaces. Ça ne veut pas dire que c'est la seule solution, ça veut dire qu'il ne faut pas se priver de cette solution-là si on veut que toutes les autres solutions qui existent, qui sont utiles bien sûr, qui sont fondées sur l'incitation à l'installation, puissent fonctionner. Alors, les députés signataires proviennent de tous bords politiques, je l'ai dit, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, socialiste, républicain, groupe majoritaire Renaissance. Combien de députés? Horizon, absolument. Voilà, Horizon. Combien de députés? Nous sommes plus de 200 aujourd'hui à avoir co-signé cet amendement, mais il y en a d'autres aussi. Donc l'ensemble des amendements, c'est une force au Parlement. Et je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on puisse respecter les droits du Parlement. Il faut que le Parlement puisse se faire entendre. J'espère que nous aurons un beau débat responsable la semaine prochaine. À partir de lundi, à partir de la semaine prochaine, Absolument. Oui, et les syndicats de médecins sont en colère contre vous. Vous avez vu, ils sont très opposés à cette idée. Bien sûr, mais ça, c'est pas nouveau. Ce qui est plus nouveau, c'est qu'il y a des médecins qui nous soutiennent. Parce que j'entends bien la voix des organisations syndicales, elle est évidemment parfaitement respectable. Mais il faut aussi entendre la voix de ceux qui sont sur le terrain, des praticiens qui nous disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ont une pression extrêmement forte et qu'ils veulent eux aussi des solutions, et ils sont en attente de mesures nouvelles. Et donc nous avançons dans ce sens. Eh bien, nous ouvrirons le débat d'ailleurs la semaine prochaine une nouvelle fois à l'occasion de cette proposition de loi. Merci Guillaume Garot. Merci Monsieur Bourdin. Merci beaucoup. 10h49, vous êtes en direct. Vous suivez l'actualité. Nous avons appris et je vais demander à
Félix Mathieu, de regarder ça de près, qu'il y avait eu une attaque au couteau sur les bords du lac d'Annecy, près du lac d'Annecy, et des enfants de moins de 3 ans auraient été blessés. C'est tout ce que nous savons pour l'instant, des enfants attaqués au couteau près d'Annecy. Nous allons en savoir plus. Félix Mathieu va nous dire, et va suivre cela en regardant les dernières dépêches d'agence, ces dernières informations en provenance, puis vous aurez tout ce qu'il faut en matière de témoignages sur l'antenne de Sud Radio, évidemment. Autre chose, les assureurs, les assurances. Nous avons avec nous Philippe Roux, qui est directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires. Philippe Roux, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous alertez, de plus en plus de Français conduisent sans assurance, et même sans permis, mais surtout sans assurance. Vous avez communiqué les derniers chiffres hier, et vous lancez alerte, vous dites attention, attention, hein, et notamment vous vous adressez aux plus jeunes, qui souvent, malheureusement, sont de plus en plus nombreux à rouler sans assurance. Alors effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'un non-assuré sur 2 a moins de 30 ans. Un non-assuré sur 2 a moins de 30 ans, donc c'est extrêmement inquiétant. On a une nécessité de sensibiliser de plus en plus les jeunes pour qu'ils comprennent le sens de l'assurance obligatoire. Oui. Et la question, c'est pourquoi faire une assurance obligatoire? Une assurance obligatoire automobile, c'est pour protéger les autres, c'est aussi pour se protéger. Puisque les victimes sont toujours indemnisées, même en cas de non-assurance d'un véhicule, elles sont indemnisées par le fonds de garantie. Oui, que vous dirigez, oui. Oui. Ensuite, voilà, exactement. Mais ensuite, le fonds de garantie fait le recours contre celui qui n'est pas assuré. Donc, oui. Ne pas s'assurer un jour, c'est peut-être payer toute sa vie les conséquences de l'absence d'assurance. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je regardais autre chiffre, parmi ceux qui sont impliqués, les moins de 30 ans, 41% de ceux qui sont impliqués dans un accident n'ont pas de permis de conduire, parmi les moins de 30 ans. Ah, effectivement, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que ce sont des personnes qui ne vont pas avoir accès justement à l'assurance. Oui. Pour eux, c'est impossible de s'assurer. Donc on aura beau tout faire pour faciliter l'accès à l'assurance, il faut aussi trouver des solutions pour qu'il y ait une solution sur le permis qui a un coût pour les jeunes. Alors quand on ajoute le coût du permis, le coût de la voiture, le coût de l'essence, l'assurance est parfois quelque chose qui passe à côté. Mais le permis, c'est évidemment l'essentiel. Oui, je rappelle que le fonds est alimenté par les prélèvements sur les contrats des assurés. Exactement. Hein? Donc vous vous retournez contre le non-assuré pour obtenir le remboursement intégral des sommes versées aux victimes. Oui, c'est largement insuffisant. Sur une année, on va indemniser, on va dire 110 millions pour les blessés à peu près. Oui. Et puis on va récupérer auprès de ceux qui ne sont pas assurés, on va dire entre 10 et 15 millions selon les années. Donc on a une différence qui est majeure. Il est nécessaire que la collectivité, tous en France, et tous les assurés payent pour que les victimes soient indemnisées. Mais je me mets à la place aussi de ceux qui ne prennent pas d'assurance, parfois parce que ça coûte cher une assurance, hein, pour les conducteurs novices, les nouveaux conducteurs. Vous donnez un chiffre, en moyenne 1 000 € par an? Oui, et ça peut être davantage. Donc c'est vraiment une somme qui est colossale pour celui qui a de très faibles revenus. Et donc c'est un vrai sujet. Il faut parvenir, les pouvoirs publics, les assureurs, à trouver des solutions pour rendre ce qui est obligatoire accessible. Peut-on laisser une partie de la population en dehors de la route, si je puis dire, parce qu'elle n'est pas en capacité de payer? Après, il y a parfois des mauvais choix. Il y a celui qui ne peut pas payer, et c'est une vraie réalité. Il y a aussi celui qui va faire un mauvais choix. Le coût d'un smartphone, on va dire aujourd'hui, d'un nouveau smartphone, c'est le coût d'une assurance obligatoire pour l'année. Il ne faut pas faire de mauvais choix. Le mauvais choix, c'est toujours une mauvaise solution par rapport à l'assurance. Est-ce qu'il y a des contrôles suffisants? Alors, il y a des contrôles qui se font en bord de route. Et puis aussi, il y a une nouveauté en France depuis quelques années, c'est qu'il y a un fichier qui permet de vérifier du côté des forces de l'ordre qu'un véhicule est assuré ou pas. Et donc, la vraie responsabilité aujourd'hui du côté de l'État, c'est de voir si ce fichier peut être utilisé pour être une vraie veille et vérifier que tous les véhicules qui passent devant un radar, qui font l'objet d'un excès de vitesse par exemple, sont assurés ou pas. Le fichier, il existe, il reste à l'utiliser, pas forcément avec des sanctions,
La sanction aboutit à un paiement d'une amende. Le paiement d'une amende, ça va être le montant de l'assurance. C'est un autre sujet, mais il y a un outil qui existe, qui est fiable et qui permet de vérifier si les véhicules sont assurés en France. Merci Philippe Roux, merci. Si vous avez beaucoup. Merci beaucoup Philippe Roux. Si vous avez un témoignage à apporter, 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Alors, que s'est-il passé, Félix Mathieu, sur les bords du lac d'Annecy, près d'Annecy? Je ne sais pas exactement où, mais près d'Annecy, c'est bien cela, Félix? Oui, une attaque au couteau qui aurait fait 7 blessés, dont 6 enfants en bas âge, notamment des élèves d'une école maternelle. Le suspect a agi vers 9h45. Un homme coiffé d'un turban, selon des témoins cités par le journal Le Dauphiné Libéré. Il aurait donc attaqué des enfants dans une petite aire de jeu située dans le secteur du Paquier, c'est-à-dire au bord du lac d'Annecy. Une classe d'école maternelle donc se trouvait sur place, toujours selon les informations du Dauphiné Libéré. Bien, nous cherchons de nouvelles informations, évidemment, et nous appellerons des personnes qui ont peut-être un témoignage à nous apporter. Vous êtes sur Sud Radio, vous n'en raterez rien de l'actualité, évidemment. Entre 11h et midi, nous allons débattre. Débattre, c'est notre jeudi politique, vous le savez. Il y a des sujets de débat, la réforme des retraites avec le débat en cours à l'Assemblée nationale, la disparition de Pôle emploi qui va être remplacé par France Travail. Une personne qui demande le RSA sera automatiquement inscrite à France Travail. Et puis nous parlerons aussi du port de l'abaya dans les collèges et lycées. Faut-il instaurer des listes de tenues autorisées à l'école? Débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. Il est 10h56. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h04. Jusqu'à midi, nous allons débattre. C'est notre jeudi politique, vous le savez. Plusieurs sujets de débat, mais en toile de fond, et même devant notre débat, bien avant notre débat, il y a ce qui s'est passé près d'Annecy avec cette attaque au couteau à Annecy. Je le disais, au moins 7 blessés, dont 4 enfants, 3 pronostics vitaux engagés, attaque au couteau par un homme qui a été interpellé. Vous, Félix Mathieu, vous suivez attentivement toutes les informations en provenance d'Annecy. Un homme interpellé, donc, qui portait un turban. Un homme de nationalité syrienne, demandeur d'asile, inconnu de tous les fichiers, selon des sources policières citées par l'agence France Presse. Un homme qui donc a attaqué au couteau ses enfants, notamment près du lac d'Annecy, avec donc ce bilan, 6 enfants, 7 blessés au total, parmi lesquels 6 enfants, 3 seraient entre la vie et la mort, pronostic vital engagé. Le suspect, donc de nationalité syrienne, a pu être interpellé et maîtrisé dans la foulée, indique des sources policières auprès de l'agence France Presse, tandis que de son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réagit, postant sur Twitter ce message: plusieurs personnes, dont des enfants, étaient blessées par un individu armé d'un couteau dans un square à Annecy. Gérald Darmanin, donc, qui rappelle que l'individu a été interpellé grâce à l'intervention très rapide des forces de l'ordre. Nationalité syrienne, demandeur d'asile, cela va alimenter évidemment les débats, ça c'est certain. Nous avons deux de nos 3 invités qui sont là. Yves Chantrel, qui est sénateur PS des Français établis hors de France, bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Jérôme Bacher, qui est député LR de l'Oise. Sénateur. Et sénateur. Pourquoi j'ai dit député? J'ai dit député. Ne me voulez pas de mal. Non. Pourquoi? On est mieux au Sénat qu'à l'Assemblée nationale? Oh bah oui. Oui? Oh bah oui. C'est vrai ça? Ça dépend, c'est différent, Chantrel, mais je dirais pas qu'il y en a une mieux que l'autre. Bon, d'accord. Bon. Je constate quand même que le rôle du Sénat a pris beaucoup d'importance depuis quelques mois. Hein. C'est vrai ça, par rapport à l'Assemblée nationale. Non, mais depuis quelques années, depuis quelques années. Et c'est grâce à Emmanuel Macron, malgré lui. Et puis nous, on est très attachés à nos prérogatives et on les défend. Vous les défendez? C'est à l'Assemblée actuellement. On va en parler, mais... Ah bon, d'accord. Ah bon? Exactement. Non, avec ce que fait la présidente de l'Assemblée nationale, je suis désolé. Oui. Jamais on verrait une chose pareille au Sénat, justement. C'est impossible. Ah non, une présidente de l'Assemblée nationale qui s'assit sur les droits du Parlement, qui est aux ordres du pouvoir exécutif, ça ne se verrait pas, effectivement. D'ailleurs, c'est tout à l'honneur du Sénat. C'était pas forcément des présidents de gauche, puisque ça a plutôt souvent été des présidents de droite, qui arrivaient même à se démarquer
de sa propre présidence des fois. Je me souviens que Gérard Larcher, des fois, se démarquait du président Sarkozy, parce qu'il défendait les prérogatives du Parlement. Ce qui se passe est absolument scandaleux. Alors, nous allons y revenir. J'attends aussi Eduardo Riancipel, qui est porte-parole de Territoire de Progrès, parti membre de la majorité, dans un instant, qui n'aura pas évidemment le même discours que vous. La proposition d'annuler, vous savez, la PPL du groupe Lyotte, pas de vote sur l'article 1er de la PPL Lyotte, abrogeant le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Il n'y aura pas de vote par la volonté de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Évidemment, les oppositions font entendre leur colère dans l'Assemblée nationale. Les oppositions qui accusent le camp présidentiel d'écrabouiller la démocratie parlementaire. Écrabouiller la démocratie parlementaire, pour vous, Yann Chantrel ? Oui, je suis assez d'accord, mais surtout depuis le début de ce débat sur les retraites, l'Assemblée nationale n'a jamais eu l'occasion d'avoir un vote sur ce texte. Il y a eu un vote en commission, de députés. Attendez, la commission, c'est pas l'ensemble de l'hémicycle, c'est pas l'ensemble de la représentation nationale quand même. Et surtout dans une commission où des députés LR ont été changés justement parce qu'ils n'étaient pas favorables et ils n'auraient pas remporté le... La gauche des LR, on va en parler dans un instant. La question, c'est... Vous demandez aux Français, il y a eu un sondage récemment, et sur 70% à dire qu'ils veulent qu'il y ait un vote de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il y a ce texte. Pourquoi le gouvernement fait tout pour qu'il n'y ait pas de vote ? Pourquoi ? Parce qu'il va le perdre. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est exactement ça, c'est un déni de démocratie depuis le début. Nous n'arrêtons pas de le dire à travers tout ce qui a été utilisé. Je pense que d'ailleurs les Français connaissent très bien la Constitution, avec tous les articles qui ont été utilisés, possibles et imaginables. Là, ils voient toute la toxicité d'ailleurs de notre Constitution. À travers, les Français savent aussi qu'au Sénat, justement, vous êtes 2 sénateurs, qu'au Sénat, cette proposition de loi d'abrogation ne passerait pas. Oui, elle passerait pas. Alors laissons faire justement. Jérôme Bachet, elle ne passerait pas. Laisser faire justement le bon déroulement du débat si elle ne passerait pas au Sénat en plus. De quoi ont-ils peur ? Non, je ne sais pas de quoi a peur la majorité présidentielle. Moi, je n'en fais pas partie, je n'en ferai pas partie. Je rassure tout le monde. S'il y avait la moindre inquiétude, non, il n'y en a jamais eu. Ma question d'actualité hier l'a encore prouvé, je crois. Non, le sujet, c'est effectivement les droits du Parlement. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je suis pour conserver la Constitution. Elle a fait ses preuves. Quand on veut toujours tout changer, c'est rarement dans les institutions que se trouvent les solutions claires du pays. Non, c'est parce qu'il y a des lignes assez peu claires qui sont recherchées. Le discours sur les retraites a beaucoup changé. Vous avez la réforme qui avait été préparée par Édouard Philippe, qui n'est jamais allée au bout, qui avait été votée par l'Assemblée nationale, qui n'est jamais allée au bout. Il y a une autre réforme très différente qui est passée. C'est un petit peu... Ça ressemble un peu à rien. Ils ont une petite ribouille, ils n'ont pas bien concerté. Il y a un problème, c'est que le mot concertation avec les syndicats, c'est pas les mêmes. Donc voilà, on arrive à la fin avec une Assemblée nationale qui n'aura effectivement jamais voté. C'est un problème. Moi je le dis. Il eût été mieux que ce fût voté quand même une fois. Et moi, j'aurais laissé cette PPL perdurer pour voir, pour montrer, peut-être d'ailleurs pour mettre un coin dans mon camp. Je le dis avec beaucoup de simplicité, de réalisme. Oui, c'est vrai. Votre camp LR est divisé. Est divisé à l'Assemblée nationale. Le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, vous êtes pour ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas le choix sur l'équilibre. Donc oui, alors on aurait. Enfin, moi je l'avais dit, ici d'ailleurs chez vous, j'étais beaucoup plus favorable, ça aurait tenu qu'à moi, au trimestre, parce qu'à force de mettre des chiffres comme cela, 62, 64 ans, peut-être que demain ce soit 65, demain 63, les trimestres c'était beaucoup plus clair, c'est pas toujours facile, effectivement, de faire cette réforme. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de vote à l'Assemblée nationale, je le dis très, très simplement, pour que ce soit clair. Bien, j'ai vu que les premières déclarations se font autour de ce qui s'est passé à Annecy, de cette attaque. Éric Ciotti qui a pris la parole. Il ne faudrait pas non plus que les responsables politiques exploitent trop vite ce qui s'est passé à Annecy, parce que ça c'est une manie un peu française, de tous bords d'ailleurs, dans tous les camps. Oui, c'est à chaque fois il y a un événement. Moi, je suis retraité, je connais très bien Annecy pour y aller
plusieurs fois par an depuis de nombreuses années. Là, je vois que c'est devant le lac, ce parc où c'est une promenade extrêmement agréable. Annecy, c'est une ville, voilà, ces endroits-là très très sûrs, etc. Et voilà, et quand on pense qu'on attaque des enfants, bon, non, mais sans doute un fou encore une fois. Alors après, est-ce que c'est un fou de ceci ou un fou de cela? Clairement, c'est un fou dangereux. C'est un fou, oui. On ne sait pas. Un fou dangereux. On ne sait pas quelle folie. Bonjour, Eduardo Riancipel qui nous rejoint, porte-parole de Territoire de Progrès, parti membre de la majorité. Oui, un fou, mais évidemment, déjà, on sait qu'il est de nationalité syrienne et on sait que c'est un demandeur d'asile. Mais bon, on ne va pas tirer de conclusions hâtives tout de suite. Ce qu'on sait, Félix Mathieu. Rappelez-nous le bilan. Bilan, 7 personnes dont 6 enfants, au moins 7 personnes dont 6 enfants en bas âge blessés au couteau. Il était environ 9h45 dans ce parc d'Annecy près du lac lorsque l'homme est venu poignarder ses enfants. Il a été interpellé par la police. Selon donc son identité, déclarée par lui-même, par l'agresseur, il est de nationalité syrienne, demandeur d'asile, inconnu en tout cas de tous les fichiers selon les sources policières citées par l'agence France Presse. Il s'est donc attaqué à des enfants qui étaient âgés d'environ 3 ans, qui sont âgés d'environ 3 ans dans ce parc près du lac. 3 des victimes ont un pronostic vital engagé, clairement sont entre la vie et la mort à l'heure qu'il est. Aussitôt, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a posté un tweet saluant évidemment l'intervention très rapide des forces de l'ordre, les autorités qui par ailleurs déconseillent de s'aventurer dans ce secteur du Paquier près du lac d'Annecy. Hommage aussi à l'Assemblée nationale. Dans la foulée, la présidente Yaël Braun-Pivet a invité à cette minute de silence pour eux, pour leur famille, après ce qu'elle a qualifié d'attaque gravissime. Les députés, mais aussi les membres du gouvernement ont observé donc une minute de silence. Bien, nous allons évidemment, si vous voulez témoigner, si vous habitez à Annecy dans la région, n'hésitez pas à 0826 300 300, vous écoutez Sud Radio, vous pouvez réagir. Évidemment, Eduardo Riancipel est avec nous aussi. Sipel est avec nous, bonjour. Jean-Jacques Bourdin. Merci, porte-parole de Territoire de Progrès, parti membre de la majorité, et Eduardo Riancipel, Jérôme Bachet, Yann Chantrel. Encore une fois, on ne va pas tirer de conclusions hâtives, mais bon, là, c'est toujours cette violence dans notre société qui est insupportable. Écoutez, Jean-Jacques Bourdin, je viens d'arriver, et je viens d'apprendre cet acte barbare terrible. Un homme aurait poignardé donc des enfants de moins de 3 ans, dans l'espace public, dans un parc, le lieu des enfants et des familles. C'est d'une violence inouïe, c'est un acte de barbarie absolue. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est d'abord de penser aux familles, aux victimes et d'espérer que ces enfants s'en sortent, bien entendu. Je vous arrête parce que nous avons un témoignage venu d'Annecy. Mélissa, bonjour Mélissa. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez le parc où l'attaque a eu lieu, Mélissa ? Bien sûr, j'habite tout près. C'est un endroit que je vais très régulièrement avec mon fils de 20 mois. Oui. Donc, voilà. Oui. Vous allez avec votre enfant dans ce parc ? Exactement, oui, c'est le plus proche de chez moi. C'est le plus proche de chez vous. Bon, vous n'en savez pas plus que nous, j'imagine, sur cette attaque, Mélissa. Non, mais qu'apparemment, il y a quand même des urgences absolues, donc ça fait mal au ventre quand même. Oui, bah évidemment, évidemment. Ce parc, c'est un parc évidemment très tranquille. Ah mais absolument, c'est puis paradisiaque à côté du lac, le pont des Amours, c'est l'endroit culte sur Annecy, la tranquillité absolue. Enfin, oui, c'est compliqué. Oui, vous tenez un magasin de vêtements pour bébés, hein, je crois, Mélissa, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis créatrice, oui. Vous êtes créatrice. Vous êtes comme... Mais quel âge a votre enfant, Mélissa ? Il a 20 mois. 20 mois, il n'est pas encore en maternelle, donc. Hein. Parce que là, ce sont des enfants apparemment qui ont 3-4 ans. Je ne sais pas de quelle école, je ne sais pas d'où. Vous le savez, Mélissa, ou pas ? Non, aucunement, je ne sais pas du tout qui sont ces enfants. Oui, j'imagine la stupéfaction. Chez vous comme chez nous. Hein. Exactement, oui. Chez vous comme chez nous. Merci, Mélissa. Je vous en prie. Merci, merci. Si vous voulez témoigner comme Mélissa, n'hésitez pas, 0826 300 300. Donc cet individu a été interpellé. Nous essaierons d'en savoir plus sur qui il est.
Parce qu'il faut, avant de s'avancer, encore une fois, je vais être extrêmement prudent, attendons d'avoir des informations. Bien, 11h16, nous reprenons, non, nous allons observer une petite pause de 2 minutes et ensuite nous reprenons notre débat autour de la réforme des retraites, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et puis d'autres sujets que nous allons aborder, notamment le remplacement de Pôle emploi par France Travail. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h21. Vous avez de nouvelles informations concernant ce qui s'est passé à Annecy, Félix Mathieu. Oui, cette attaque au couteau avec toujours ce bilan d'au moins 7 blessés, dont 6 enfants âgés d'environ 3 ans. Le procureur devrait donner une conférence de presse à 12h30 pour apporter toutes les précisions dont il dispose à l'heure qu'il est. En tout cas, l'école maternelle du groupe scolaire quai Jules Philippe est sécurisée par la police en ce moment, selon le journal régional Le Dauphiné Libéré. Une école maternelle qui se situe à environ 100 mètres des lieux, ce parc du secteur du Paquier au bord du lac d'Annecy, dans lequel ce matin vers 9h45 un homme a fait irruption pour cette attaque au couteau. Selon l'identité qu'il déclare, cet agresseur interpellé dans la foulée, il est de nationalité syrienne, demandeur d'asile. Pour autant, la police ne le connaît pas à l'heure qu'il est, il ne figure pas dans ses fichiers. Voilà, Jean Bachet, vous connaissez bien les bords du lac d'Annecy, et cet endroit d'ailleurs, c'est une école de quartier, une école maternelle de quartier, Jérôme Bachet. Forcément, pour être à cet endroit-là, vous traversez la route qui est le long du lac, qui mène après vers Anne-Sylvieux, etc. Et puis les stations de ski pour ceux qui connaissent. C'est un endroit de grand passage, vous traversez, vous êtes dans ce parc absolument magnifique. Enfin, vous êtes au bord du lac. C'est un des endroits les plus beaux, on le sait. Et les plus sûrs, c'est ça qui est horrible, c'est aujourd'hui, la menace, elle peut être partout, et donc cela va-t-il encore empêcher demain des enfants de faire des gamins, des enfants de maternelle? Je me sens très touché, les enfants petits, on imagine bien une sortie dans des endroits très tranquilles, très connus, et puis le drame absolu. Oui. Il n'y a pas de mots et il faut vraiment penser aux familles, mais ça va évidemment avoir des conséquences sur toutes les sorties scolaires. Il ne faut pas se dire le contraire. Oui, Édouard Dorian-Sipel. Je crois que chacun de nous ressent l'horreur ce matin, ressent l'horreur absolue, avec un acte terrible qui touche en plus des enfants qui sont inoffensifs et cette barbarie, c'est vraiment c'est l'avènement comme ça d'un coup, le surgissement d'un acte à la lettre inhumain. Problème, c'est produit par un humain. Et là, je crois, moi je ne veux pas tirer de conclusion non plus, je vois très bien ce que peut en dire, on voit la personnalité de l'individu, syrien, demandeur d'asile, je vois très bien comment on peut tirer une très grosse ficelle, et en même temps on ne peut pas empêcher les gens de penser à partir des faits. Moi je crois, comme dirigeant politique, et je vais vous dire, parce que c'est pas... là c'est un acte assez inédit, on se porte à des enfants, mais on a déjà connu le terrorisme, on connaît d'autres actes de barbarie, des passages à l'acte liés à la détresse psychique et à la folie, pour dire les choses comme elles sont. Comme dirigeant politique, je pense que s'il y a une chose qu'on peut faire dans la durée, c'est améliorer le traitement de nombreuses détresses psychiques dans la société qui conduisent un certain nombre d'individus fragiles à passer à l'acte. Il y a des défaillances constantes depuis des années. Et je le dis, que ce soit pour des demandeurs, et je le dis sans embâche. Oui. Je suis un homme de gauche, vous connaissez mon parcours, je ne ferai pas d'amalgame, mais je ferai encore moins de tabou. Même pour des demandeurs d'asile qui viennent de territoires en guerre, qui ont pu subir des traumatismes. Il faut qu'on s'interroge à partir du moment où on les accueille, comment on peut aussi les accompagner, détecter des personnalités qui peuvent être plus fragiles parce que c'est des hommes comme les autres. Quand on vient du Rwanda, de l'Afghanistan, du Soudan, d'Éthiopie, quand on a vécu peut-être ce qui est pire dans la barbarie humaine. Allez, disons le mot, des actes de décivilisation, parce que ce qui se passe en Libye, c'est de la décivilisation au sens le plus barbare, retour à l'esclavage, oppression, destruction de l'humanité des hommes et des femmes, viol, guerre, assassinat, tout ce que vous voulez. Là, on a probablement un acte de grande folie par une personne qui peut-être aurait pu être mis dans les bons dispositifs. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge comme acteur public. C'est le principe de la demande d'asile, c'est à ce moment-là que ça se fait. Non mais c'est pas un problème uniquement de demandeur d'asile. Réduire cet acte au moment de la demande d'asile, c'est là où on écrit le récit, le parcours, et c'est tout cela qui justifie après d'être reçu comme demandeur d'asile ou pas. J'entends. Je crois que pour moi, si vous aviez à me demander, moi j'en sais pas plus à ce stade, mais d'après ce que je sais,
de ce que je vois, je crois que la cause principale de cet acte et de ce passage à l'acte, c'est quelque chose qui est plutôt relève de la folie. Et donc c'est ça qu'on doit s'interroger dans notre société aujourd'hui. Ce passage à l'acte, d'où qu'on vienne, c'est une forme de folie. Ah oui. Mais donc comment on le traite, parce qu'elle existe? Comment on la détecte? Pardon de vous dire. Comment on la prévient? J'ai envie d'entendre les psychiatres. Comment on la prévient? Les psychanalystes, les psychologues, c'est eux qui doivent nous indiquer. Par rapport, déjà, je pense qu'on est tous sous le choc. Oui. Ça, c'est vraiment unanime. Et je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il faut laisser l'enquête. Le principal, c'est que déjà, la personne a été arrêtée assez rapidement. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il faut dépenser, bien évidemment, pour les familles de victimes. Après, sur la problématique de santé mentale. Moi, je vis dans un autre pays, Canada, qui a pris ça à bras-le-corps. Ici, je peux vous le dire, ça n'a rien à voir, c'est zéro, les politiques de santé mentale, zéro pointé. Au Canada, au Canada, bien évidemment. Ici, je peux vous dire, c'est même un tabou. Vous parlez des Syriens, mais moi, je vous parlais d'autre chose. Il y a même des politiques qui vivent des traumatismes. Allez voir des cadavres au Bataclan. Vous croyez que ça ne crée pas des traumatismes? Bien sûr. Bien sûr, il faut des prises en charge de santé mentale, même pour des personnes qui vivent ces phénomènes-là. Il y a un véritable tabou par rapport à ce sujet-là. C'est pas une politique, il n'y a pas une volonté politique forte par rapport à ce sujet-là. Et je pense que c'est une politique de santé publique par rapport aux prises en charge des santé mentales, d'accéder à des psychologues, c'est très cher et souvent même dans des zones rurales, parce que moi je connais des personnes, ça fait 1 an qu'ils attendent d'accéder à un psychologue pour leurs enfants. Je partage complètement. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en payer un. Il y a un exemple. Il y a un vrai problème. Une proposition. Avec ce que ce pays, et c'est bien en même temps, avec la sécurité qu'on a, avec l'État social, l'État de protection sociale, avec ce qu'on dépense en termes de médicaments. Ce que l'État rembourse quand même. Si on déplaçait 1-2% de cette somme générale vers les prises en charge de santé mentale, de traitement de la douleur psychique, de thérapeute, si on remettait le paquet là-dessus, je peux vous assurer qu'on éliminerait énormément de passages à l'acte dans la société. Il faut qu'on fasse un effort public là-dessus. À 12h05, nous aurons comme invité le docteur Gilles-Marie Vallée, qui est psychiatre et pédopsychiatre. C'est eux qu'on doit entendre. Justement. Il y a eu un excellent rapport du Sénat il y a 1 an. Là-dessus, sur l'ensemble d'une mission d'information de mémoire, sur la prise en charge justement des sujets psychiatriques qui montrent tous les écueils et un certain nombre de solutions. Jean-Jacques Bourdin, je fais une proposition. On est les champions du monde en France, c'est une tradition et c'est une bonne chose d'avoir des causes nationales. Le cancer, je ne sais trop quoi. Eh bien moi je propose que le bien-être psychique, voire la santé, absolument, vous avez tout à fait raison et bon, voilà, vous avez raison, et j'ai pas besoin d'exposer ma vie personnelle sur le sujet non plus, mais vous avez tout à fait raison. Mais je dis qu'on a le génie et les bonnes causes nationales tous les ans, dont le cancer, dont d'autres causes justes et légitimes qui améliorent la réalité dans le pays. Et je pense qu'il faut faire de la santé mentale et du bien-être psychique une grande cause nationale. Qu'on mette le paquet, qu'on en prenne conscience. On éliminera énormément de problèmes dans les collèges, dans les écoles, de harcèlement, de passage à la violence chez les adolescents, de passage à l'acte divers et multiples. On prendra soin des gens parce qu'on va les traiter en écoutant leurs douleurs, leurs souffrances et éviter qu'ils passent à l'acte pour reproduire des violences que peut-être eux-mêmes ont subies dans leur vie. Il est 11h28, nous suivons évidemment les dernières informations en provenance d'Annecy avec Félix Mathieu. Nous poursuivons notre débat avec nos invités. Vous êtes sur Sud Radio, merci, il est 11h28. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h32, nous allons rappeler ce qui s'est passé à Annecy avec Félix Mathieu qui suit les dernières informations en provenance d'Annecy. Allez-y Félix. Avec au moins 7 personnes dont 6 enfants blessés par une attaque au couteau, 3 pronostics vitaux engagés, 3 victimes entre la vie et la mort. Les faits se sont produits vers 9h45 dans un parc d'Annecy, près du lac d'Annecy, près du secteur du Paquier. Selon l'identité déclarée par l'agresseur qui a été interpellé dans la foulée, il est de nationalité syrienne, demandeur d'asile, inconnu de tous les fichiers, précisent des sources policières auprès de l'agence France Presse. Vers 9h45, donc, il s'est amené dans ce parc où se trouvaient ses enfants. Elisabeth Borne se rend sur place après l'attaque. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devrait lui aussi quitter Bruxelles pour rejoindre Annecy. La première ministre, députée, membre du gouvernement, en tout cas, ont observé tout à l'heure une minute de silence à l'invitation de la présidente de l'hémicycle, Yaël Braun-Pivet, pour ses enfants, pour leur famille, dit-elle, après ce qu'elle qualifie d'attaque gravissime. L'ensemble de la classe politique, évidemment, réagit. L'effroi nous saisit tous. Écrit par exemple Éric Ciotti ou encore Aurore Berger. Réaction aussi à gauche de Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce possible
semble attaquer les petits, les frapper avec un couteau. Notre cœur est en miettes pour le leader de la France insoumise. L'horreur, l'émotion, la colère, écrit aussi le patron des députés socialistes. Tout le monde exprime l'horreur, l'émotion et la colère. Je crois que le groupe Lyotte a décidé de retirer sa proposition de loi sur la réforme des retraites. Bah oui, c'est logique. Il n'y a plus rien déjà dans cette proposition de loi. Et puis je trouve que c'est à peu près digne, étant donné les événements actuels. Pour une fois, il faut souligner la dignité de la classe politique. Nous avons un nouveau témoignage, celui de Véronique Rioton, qui est députée MoDem de Haute-Savoie. Véronique Rioton, bonjour. Oui, bonjour. Émotion partout en France, en Haute-Savoie particulièrement, hein, Véronique Rioton, évidemment. Bien sûr. Vous avez des informations complémentaires sur cette agression ? Pas d'informations complémentaires. Je crois que dans un premier temps, en tout cas, je veux évidemment avoir une pensée pour les victimes. Quand on voit qu'un tel drame comprend des enfants qui ont à peine 3 ans, je pense que pour l'instant, c'est vraiment sur ces victimes dont il faut se concentrer. Et puis également adresser mes remerciements aux forces de police et qui sont intervenues pour contenir l'agresseur. Donc je pense que c'est ces 2 éléments-là qui sont plus importants. Nous n'aurons pas plus d'informations à court terme. À court terme, hein, ni sur l'agresseur, ni sur l'état de santé des enfants. Oui, des enfants qui ont 3-4 ans. 3 ans. Les enfants, oui, le plus jeune a 22 mois et on sait que certains sont en urgence vitale. Donc pour l'instant, on va laisser effectivement travailler l'ensemble des secours et des forces de police. En tout cas, c'est le message qu'on souhaite faire passer. Alors évidemment, dans la façon dont nationalement on peut entourer les familles et puis localement laisser évidemment travailler les forces qui interviennent en secours et les forces de police. J'imagine la détresse des parents qui ont un enfant dans cette école maternelle et qui savaient que ce matin les enfants allaient jouer. Il fait beau, il fait un temps magnifique au bord du lac d'Annecy. C'est un endroit merveilleux que les enfants allaient jouer ce matin entre eux, entourés des maîtresses dans la joie. Et tout à coup, un fou, moi je le qualifierais de fou, mais on ne sait pas. Un dérangé. On n'est pas dans une enceinte d'école, hein. On est en extérieur. Oui. Je sais. Donc en fait, on n'a pas de lien avec l'école. C'est un jardin qui est très connu des Annéciens, qui est évidemment qui jouxte le Paquier, et donc ce ne sont pas des enfants scolarisés justement. Oui. Ça n'a pas de lien avec l'école. Ça n'a pas de lien avec de relation avec l'école. Non, ce jardin est un jardin qui est dans le Paquier. Mais c'était des enfants. C'était des enfants d'une école maternelle voisine. Alors là, pour l'instant, moi, je n'ai pas ces informations-là. Et les informations que nous avons, mais bon, encore une fois, je suis très prudent sur tout ce qu'on dit. Hein. Véronique Rioton, il faut rester prudent. Merci à vous. Hein. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci à vous. Comme ça, des enfants qui, de l'école maternelle voisine, c'est bien ça, avec des enseignants, avec eux qui les encadraient, et puis tout à coup, ce fou qui arrive et qui poignarde des enfants de 22 mois, dit 22 mois. Vous vous rendez compte, hein? Vous vous rendez compte. Bien. Dès que nous en saurons un peu plus, nous vous donnerons les dernières informations. Allez, nous continuons. Jérôme Bachéadé est sénateur LR de l'Oise. Nous avons Yann Chantrel, qui est sénateur PS des Français établis hors de France, et Eduardo Riancipel, qui est porte-parole de Territoire de Progrès, parti membre de la majorité. Bien, on va oublier la réforme des retraites. Quelques mots sur la disparition de Pôle emploi, qui va être remplacé par France Travail. Le projet de loi a été présenté hier en Conseil des ministres. Avant le 1er janvier 2025, l'objectif, c'est de rassembler un peu les énergies pour essayer d'atteindre un objectif, c'est l'objectif du plein emploi en 2027. 5% de chômage, on est à 7,1% actuellement. Est-ce que ce texte vous paraît indispensable, Yann Chantrel ? Non, il ne répond pas aux vrais problèmes justement dans notre pays, parce que là, c'est le problème qu'on a, hein, c'est qu'à dire on met la fixation
en permanence sur les plus démunis, qui sont les personnes qui touchent le RSA. Le RSA, vous savez combien c'est? C'est un peu plus de 600 € quand on est une personne seule. 607 €. 607 €, 900 € quand on est en couple et 1200 quand on a 2 enfants, et en couple avec 2 enfants. Donc c'est pas avec ça qu'on vit. Clairement. Donc, ce qu'il faut permettre, c'est souvent en plus, c'est des personnes qui ont des problématiques aussi de logement, problématiques majeures aussi dans notre pays, qui ont des problématiques au niveau du déplacement aussi pour pouvoir se déplacer, parce que les déplacements ça coûte très cher. Donc d'aller leur imposer, d'aller des formations qui vont pouvoir être, si c'est des formations ou des choses qui correspondent effectivement à leur permettre de s'insérer. Pourquoi? Ça peut être une bonne chose. Mais d'ailleurs, moi, le truc France Travail, je sais très bien de quoi ça s'inspire. Ça s'inspire dans le pays dans lequel je suis, que je connais très bien, c'est le Canada. Où il y a Service Canada. C'est censé s'inspirer de ça. Donc, qui a été fait en grande partie d'ailleurs pour faire des économies dans les années 90. Oui, mais est-ce que ça fonctionne? Dans les budgets. Tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça fonctionne au Canada? Ce qu'on voit, c'est... Ça ne fonctionne pas au Canada. Ce qu'on voit, c'est de la poudre de perlimpinpin, là, ici en France. C'est un changement de nom. C'est pas véritablement. Mais, si, il y a quand même une volonté. Attendez. Il y a une volonté. Pas défendre le texte, mais je rappelle ce que veut faire, ce que veut l'objectif de ce texte. Une personne qui demande le RSA sera automatiquement inscrite à France Travail. Bon, il y a aujourd'hui 1 800 000 bénéficiaires du RSA. 40% des bénéficiaires sont à Pôle emploi, seulement 40% aujourd'hui. L'objectif, c'est que chaque bénéficiaire du RSA soit inscrit à France Travail pour lui permettre peut-être de se mettre à travailler, de trouver une formation et ensuite un boulot. Pourquoi est-ce que c'est contestable? Je pose la question. Il n'y a pas de contestation sur le fait d'aider ces personnes-là. Ça, personne ne le conteste. Ce qui est contestable, c'est qu'il y a plein d'angles morts qui ne sont pas couverts. La plupart du temps, vous avez un tiers aussi, c'est peut-être pas dans vos chiffres, de personnes qui pourraient avoir le RSA qui n'y ont pas recours. C'est la raison pour laquelle nous voulons le mettre. Il faut l'automatiser. Nous, on défend la proposition du gouvernement. Si vous êtes inscrit à France Travail, vous serez l'automatisation. C'est la grande réforme. Et la grande réforme, ça serait de l'ouvrir. C'est 25 ans à 18 ans. C'est-à-dire que dans notre pays, on accepte qu'il y a une partie de notre population qui n'ait pas accès à ces minima et qui peut vivre dans la pauvreté, c'est la jeunesse. Et ça, c'est scandaleux. Ça serait une vraie réforme. Pourquoi les jeunes n'ont pas le droit d'accéder à un minimum vital à partir de 25 ans on peut, alors que c'est eux qui sont le plus dans la précarité et qui peuvent en avoir le plus besoin pour pouvoir faire des études justement en n'ayant pas la boule au ventre, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans notre pays qui ne mangent pas à leur faim, et ça serait une véritable avancée, une véritable mesure. Mais on ne va pas vers ça. Le problème, c'est qu'on montre toujours du doigt les mêmes, ceux qui gagnent le moins, et on ne s'attaque pas à ceux qui gagnent le plus. Parce que là, il y a des études par contre. Non, mais ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Mais si, il faut mélanger. Parce que quand on axe sur un sujet précis, ça n'est pas anodin d'axer plutôt sur une catégorie de la population plutôt que s'occuper de l'autre. Ça n'est pas anodin. Mais est-ce que l'objectif du plein emploi est un bon objectif? Oui. Est-ce qu'il faut y parvenir? Évidemment. Bien évidemment qu'il faut y parvenir. Édouard Dorian-Sipel. Mais du bon emploi. Et ensuite Jérôme Bachelard. Du bon emploi, bien payé. Bien payé, parce que les salaires sont très bas en France également. Très bas. C'est vrai. Mais oui. Le plein emploi est un excellent objectif à atteindre et nous sommes en train de l'atteindre. Nous sommes autour de 7%. 7,1%, dernier chiffre. 7,1% de chômage. Moi, j'ai connu une période où il était autour de 10 pendant ces dernières années, voire davantage. Donc, c'est une belle chose. Il y a un deuxième problème. Malgré ce faible taux de chômage, qui se rapproche du taux de plein emploi, autour de 5% de chômage, il reste un chômage structurel assez profond, très difficile à traiter par les pouvoirs publics et par notre société. Il est donc légitime de vouloir améliorer donc, par des réformes des structures, des institutions et des politiques pour mieux traiter ce chômage de masse pour une partie de la population qui est souvent très éloignée. Donc moi je trouve que c'est utile de faire cette réforme de France Travail pour ces raisons-là, pour améliorer le traitement de ce chômage structurel, même si le chômage diminue en France de manière forte, et on s'aperçoit que c'est à chaque fois la même chose, c'est ceux qui ont le moins d'études, qui sont le plus éloignés de l'emploi, qui ont le moins d'expérience, qui ont le plus de mal à trouver une première expérience qui leur permet de rentrer de manière, je dirais, significative sur le marché de l'emploi et d'avoir un emploi dans la durée. Deuxième point important, ce RSA, jusqu'à présent, minimum un tiers des gens qui peuvent en bénéficier n'en bénéficient pas pour des raisons administratives parce qu'ils ne savent pas comment le faire. On a proposé de le faire à la source. C'était une proposition de campagne d'Emmanuel Macron. Il la tient, sa promesse. Et dans la réforme en question, on propose en effet,
on s'inscrit à France Travail, on est automatiquement bénéficiaire du RSA. Donc c'est une avancée. Je ne sais pas si c'est la solution miracle, je n'y crois pas aux solutions miracles, mais il faut qu'on soit plus agile, plus mobilisé, plus intelligent, qu'on ait là le courage de réformer pour s'attaquer à cette part de chômage structurel qui touche toujours les mêmes. Alors, sur le RSA, c'est une forme d'entrée dans le parcours professionnel. Il y a quand même un autre chiffre qu'il faut regarder, c'est que 61% des bénéficiaires du RSA disent avoir besoin d'aide et d'accompagnement pour aller vers le travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Bachet ? J'ai l'avantage d'être sans doute l'un des plus vieux ici, et donc d'avoir écrit, j'étais en cabinet ministériel, et la loi créant Pôle emploi, et la loi créant le RSA. Oui. J'ai l'avantage d'être conseiller départemental et d'être le seul, et de gérer le RSA. Oui. Donc on va vous dire les choses simplement. Au RSA, vous avez des gens qui, au moment où il y avait un chômage de masse, étaient sous-qualifiés, etc., et étaient très loin de l'emploi, donc c'était une des façons de les aider. Et puis une partie des gens, les 61% et peut-être même plus, qui sont très très éloignés de l'emploi et qui ne sont même pas employables. Il faut dire les choses. Il y a un public difficile qui n'est pas employable. Mais vous croyez que les départements se sont tournés les pouces sur le RSA? C'est le département qui paye le RSA aujourd'hui. Hein, oui, bien sûr. Très, très, très largement. Et c'est le département qui est en charge de l'insertion. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans tous nos départements, quelle que soit la couleur? On fait des chantiers d'insertion. Ah, peut-être que les crédits ont diminué sous Emmanuel Macron, pour insérer les gens au RSA. On prend nos RSAistes, comme on dit vulgairement, pour les mettre dans ces chantiers d'insertion. Voilà. Voilà ce qu'on essaye de faire. Aujourd'hui, le chômage diminue sans France Emploi. C'est là encore de la poudre de perlimpinpin pour laisser son nom et avoir tout réformé selon France. Et une autre chose importante, qu'est-ce qu'on met dans France Emploi là, c'est France Travail, pardon. France Travail. Ça n'a rien à voir avec Pôle emploi, vous voyez. On met les missions locales. Les missions locales, c'est ce qui insère les jeunes les missions locales. Et là, c'est qui Cap emploi pour les handicapés. Oui. Et tout ça, les collectivités locales qui vont travailler en réseau. Oui, on les oblige. Alors qu'aujourd'hui, ça marche très bien avec les missions locales sur une base volontaire. Oui, on fait une fois encore un grand machin depuis Paris. Alors que ça fonctionne aujourd'hui, le chômage diminue, et on se dit tiens, on va faire une réforme pour dire que c'est une réforme. Mais est-ce que oui ou non vous êtes pour ou contre? Non mais attendez, on va pas tout mélanger parce qu'on est en train de tout mélanger. Je voudrais qu'on se concentre sur le RSA, sur les bénéficiaires du RSA. Alors, Jérôme Bachet, est-ce que le fait de les inciter, parce que c'est pas inscrit dans la loi, mais il y a une expérimentation dans 18 départements qui est conduite, de les obliger, plus qu'inciter, à 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire, formation ou J'y suis très favorable. Vous y êtes favorable ou pas? Très favorable. Très favorable. Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant? Parce qu'il y a eu des interdictions faites. Le premier département qui a tenté de le faire, c'était le Bas-Rhin. Oui. Et tout ça a été cassé à l'époque en disant on ne pouvait pas les obliger. Donc il a fallu un élément de la loi. Donc vous êtes favorable à cette réforme? Pas à toute cette réforme, à la partie sur le RSA pour maintenant que le chômage a baissé, pouvoir les remettre au travail et à l'emploi, c'est possible, il faut le faire. Bien, on va couper là notre débat parce que d'abord on a un peu de pub, ensuite je voudrais avoir les dernières informations en provenance d'Annecy. Vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien, tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, Félix Mathieu, a-t-on de nouvelles informations sur ce qui s'est passé à Annecy? Un nouveau bilan humain, 5 blessés, dont 4 enfants en très bas âge. 3 des victimes ont leur pronostic vital engagé. 2 enfants et 1 adulte, ajoute une source proche du dossier cité par l'agence France Presse. C'est donc le nouveau bilan de cette attaque au couteau vers 9h45 dans une aire de jeu de ce grand parc à Annecy, au bord du lac d'Annecy. Selon l'identité déclarée par l'agresseur, il est donc de nationalité syrienne, demandeur d'asile, inconnu des fichiers de la police. Il est né en 1991. Le trentenaire donc a été maîtrisé puis interpellé dans la foulée. Le caractère terroriste ou non de l'attaque est en cours d'évaluation selon cette même source proche du dossier cité par l'AFP. En tout cas, il s'en est pris donc ce matin, peu avant 10h, à ses enfants en bas âge, en très bas âge, qui se trouvaient dans une aire de jeu de ce grand parc près du lac d'Annecy, dans le secteur du Paquier. Une classe d'école maternelle se trouvait notamment sur place. Selon le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, les victimes ont été transférées au centre hospitalier d'Annecy-Genevois. Les témoins ont été acheminés dans un bâtiment proche des lieux du drame, à bord bouclé par un important dispositif policier. La première ministre se rend sur place. Elle va être rejointe par Gérald Darmanin qui a interrompu son séjour à Bruxelles. Alors évidemment, il faut se poser la question. Alors, nous n'avons pas la réponse, mais poser des questions, c'est toujours utile. S'agit-il d'un acte terroriste ?
Ça, il est évident qu'Eduardo Riancipel. Je vais être très honnête et sincère avec vous, Jean-Jacques Bourdin. J'y ai pensé depuis que j'ai appris cette affaire, mais je n'ai pas voulu aller plus vite que la musique. Mais il n'y a pas de raison qu'a priori, on exclut l'hypothèse d'un acte terroriste. Pourquoi ? Parce que ça correspond tout à fait au mode d'action terroriste qu'on connaît depuis une dizaine d'années et dont notre pays a déjà souffert. C'était des actes, entre guillemets, qui peuvent apparaître isolés ou avec un minimum de coordination, ce que certains dans la gendarmerie nationale qualifiés parmi les spécialistes de la lutte antiterroriste dans la gendarmerie, ils appelaient ça le solo djihad. Donc il n'y a pas de raison d'exclure. En tout cas, ça n'enlève rien à la douleur qu'est la nôtre. J'ai une pensée pour tous ces enfants, leurs parents. Je souhaite qu'ils se rétablissent au plus vite. Et je crois que toute la nation est là-dessus sur cette priorité. Mais nous attendrons que les faits confirment les hypothèses pour savoir quelle est la nature de cet acte barbare. À cette étape-là, il ne faut rien exclure. Effectivement, c'est possible. Notre pays n'est pas préservé du terrorisme. Il y a une forte poussée de demandes d'asile depuis quelques mois. Il y a une recrudescence. Quand vous parlez à la police de l'air et des frontières, et on l'a revu récemment au Sénat avec le nouveau texte sur la douane, que nous avons voté très largement, depuis un an, l'été dernier, il y a une reprise à la frontière des Alpes de l'immigration massive. Attendez, je vous interromps. Je vous interromps parce que nous avons Fabrice Galattiotto, qui est délégué régional FGP Police FO, qui est avec nous dans une minute. Il est 11h54. Il est là ou pas ? Une réaction d'Emmanuel Macron, si vous voulez. À l'instant, Emmanuel Macron dénonce une attaque d'une lâcheté absolue. Attaque d'une lâcheté absolue, ce sont les mots du chef de l'État. Fabrice Galattiotto, bonjour. Oui, bonjour. Délégué régional FGP Police FO. On se posait la question, vous n'avez pas apporté la réponse, mais vous vous posez aussi la question, acte terroriste ou pas ? On peut se poser la question, effectivement, vous avez raison. Après, c'est trop tôt pour y répondre. Aujourd'hui, mes collègues sont à fond sur le terrain, en fond dans l'investigation, en train de s'assurer qu'il s'agit bien d'un acte isolé. Et c'est un peu le grand combat, je ne vous cache pas, et donc difficile pour vous comme pour nous d'obtenir des informations à cette heure-ci. Voilà. Ça, évidemment, Fabrice. Mais vous pensez évidemment aussi à la possibilité que ce soit un acte terroriste. On est bien d'accord. On parlait... Oui, c'est une possibilité. Fabrice Galattiotto, on parlait il y a un instant de la forte pression aux frontières. Vous êtes région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué régional. Forte pression aux frontières ces derniers mois ? Effectivement, c'est une pression migratoire qui est constante, qui est de plus en plus forte. Donc mes collègues s'en rendent compte parce que le nombre de migrants est de plus en plus important et tout ce qui découle de leur présence, que ce soit en activité délictuelle ou autre. Et effectivement, ça crée un sentiment d'insécurité qui est fort également. Voilà. Oui, et Annecy n'y coupe pas. Parce qu'en plus, là, on était dans un quartier vraiment très tranquille, mais Annecy n'y coupe pas non plus. Voilà. Oui. Vous étiez en alerte depuis plusieurs mois ? À quel sujet ? Au sujet de cette pression migratoire, non seulement vous, mais en plus, vous le constatez sur le terrain. Oui, tout à fait. C'est ce que constatent mes collègues au quotidien sur le terrain, où la pression migratoire est de plus en plus forte. Que vous dire de plus à ce sujet-là ? C'est pas une. La première chose que m'a dit mon collègue du 74 quand je l'ai appelé, c'était ça. C'est latent. C'est de plus en plus fort depuis des mois. Depuis des mois. Bien, merci beaucoup Fabrice Galattiotto, merci. Réaction rapide. Juste, non, mais la police de l'air et des frontières et la gendarmerie mobilisent leurs réservistes pour tenir les frontières. Donc très fortement, ce sont des policiers qui sont plus proches de l'âge de la retraite, voire très très proches de l'âge de la retraite, de 64 ans, qui sont en train de tenir les frontières parce que il faut la tenir 24 heures sur 24, tellement il y a les services organisés, c'est de l'immigration clandestine organisée, mais ça crée, quand on arrive de manière clandestine, vous créez des situations de détresse absolue. Donc, alors attendez, parce que là, il était demandeur d'asile, si j'ai bien compris. Vous pouvez arriver illégalement et demander l'asile. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Non, mais d'ailleurs, on connaît très bien. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions à l'Assemblée nationale, et on sait très bien quelles sont, y compris les modalités d'infiltration de terroristes ou de gens qui veulent s'apprêter à porter des actes terroristes. Les filières de migrants ou de clandestines et d'immigration clandestine embarquent souvent des personnes qui ont des velléités terroristes, islamistes sur notre sol. C'est ainsi qu'un certain nombre de terroristes sont passés chez nous. On s'infiltrant parmi les migrants ou les réseaux qui les portent. Voilà, ça c'est une réalité. Laissons l'enquête faire les choses. Mais sur ce sujet-là, parce qu'à un moment donné, moi je veux dire les choses. Moi je n'ai jamais fait un tabou. Je pense qu'il faut être très dur contre tous ceux qui veulent porter atteinte contre nous, contre toute cette idéologie mortifère, ceux qui veulent porter des actes terroristes contre nous. Et la France, elle a toujours été plus forte. On l'a démontré, même si à chaque fois qu'on est frappé, ça fait un mal absolu, innommable. En revanche, sur les choses qu'on peut faire, parce qu'on est des dirigeants politiques, et très vite, sur la question de ces filières et cette pression à l'immigration, même si elle n'est pas massive, elle est plus forte que d'habitude. Je pense que c'est l'un des sujets où l'Europe peut agir de plus en plus fortement. Là, on peut approfondir l'Europe sur des projets concrets de lutte contre les flux migratoires à ses frontières. Et on a fait beaucoup ces dernières années, et je pense qu'on peut se coordonner et coopérer beaucoup mieux encore. Merci messieurs d'être venus nous voir ce matin. Merci beaucoup. Il est presque midi. On est un tout petit peu en retard, mais vous allez continuer après-midi. Nous allons poursuivre évidemment. Et je recevrai juste à 12h05, 12h10 le docteur Gilles-Marie Vallée, qui est psychiatre et pédopsychiatre. Il est, 11h59. Jean-Jacques Bourdin. Bien, lâcheté, colère, lâcheté. Comment peut-on aller poignarder des enfants? Des enfants dont le plus jeune a 22 mois. Je le précise. Comment peut-on? Quelle que soit la motivation, mais comment peut-on? La colère, évidemment, c'est absolument insupportable. Alors, terrorisme ou pas, je ne m'avancerai pas. J'attends les conclusions de l'enquête. Ce que je sais, c'est que l'agresseur est syrien, de nationalité, et demandeur d'asile. Bon, ça, c'est ce qu'on sait. Est-ce qu'il a agi seul dans une espèce de délire, je ne sais pas moi, religieux, de délire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il a agi seul. C'est ce qu'on sait. Acte terroriste ou pas, on ne sait pas. Sur les faits en eux-mêmes, on attend de nouveaux témoignages, évidemment. Ce qu'on sait, Félix Mathieu, c'est qu'il y a des enfants qui sont entre la vie et la mort. Oui, 5 blessés au total, dont 4 enfants en très bas âge, environ 3 ans. 3 des victimes ont leur pronostic vital engagé, effectivement, entre la vie et la mort. 2 enfants et 1 adulte. C'est le nouveau bilan de cette attaque qui a eu lieu vers 9h45 dans cette aire de jeu près du lac d'Annecy. Agresseur de nationalité syrienne, demandeur d'asile, inconnu de la police, semble-t-il. Il est né en 1991, âgé d'une trentaine d'années. Il a été maîtrisé puis interpellé dans la foulée. En tout cas, une source proche du dossier précise effectivement à l'agence France Presse que le caractère terroriste ou non de l'attaque est en cours d'évaluation. En cours d'évaluation. On a vu quelques images furtives de l'agresseur sur les réseaux sociaux. Il y a des images qui tournent. Il a un bandana. Il porte une sorte de bandana sur la tête. Oui. Effectivement, de taille moyenne. La trentaine, c'est quelque chose qui ressemble à un turban, effectivement, autour de la tête. Il s'en est pris à ses enfants en bas âge tout à l'heure dans le secteur du Paquier. Une classe d'école maternelle notamment se trouvait sur les lieux. L'école voisine. Une école voisine à environ 100 mètres. Oui. Qui n'avait qu'à traverser la route pour aller jouer au bord du lac d'Annecy. Il fait un temps absolument magnifique, évidemment, au bord du lac aujourd'hui, comme partout ailleurs. Et ces enfants étaient allés tranquillement jouer avec l'encadrement, les maîtresses, au bord du lac. Bien, nous avons, je pense que nous aurons de nouvelles informations d'ici peu. Et je le souhaite. Et dans un instant, je vais recevoir Gilles-Marie Vallée, médecin, psychiatre, pédopsychiatre, qui sera avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. Vous ne ratez rien de l'actualité. Merci de nous accompagner. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14. Évidemment, en priorité, nous suivons l'enquête, non seulement l'enquête, mais nous attendons de nouvelles informations sur ce qui s'est passé à Annecy. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas à l'antenne jusque-là, je rappelle qu'un homme trentenaire, syrien de nationalité, demandeur d'asile, a attaqué
au couteau des enfants tout petits. Des enfants tout petits et l'encadrement de ces enfants. Et ça provoque évidemment une colère, une rage. Ça nous met en rage devant cet acte de lâcheté. Parce qu'on peut parler de lâcheté. Est-ce que vous avez les dernières informations avec vous ? Eh bien, toujours ce bilan, à l'heure qu'il est, de 5 blessés, dont 4 enfants très bas âge, avec 3 des victimes qui ont leur pronostic vital engagé, 2 enfants et un adulte entre la vie et la mort. Elisabeth Borne se rend sur place. Elle est rejointe par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à Annecy. Bon. Félix Mathieu, qui suit, vous suivez pour nous, hein, Félix, les dernières informations. Si nous avons des témoignages, évidemment, ils seront prioritaires et nous les diffuserons à l'antenne. Mais nous avon avec nous le docteur Gilles-Marie Vallée, qui est psychiatre et pédopsychiatre. Bonjour. 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 Vous êtes effaré, évidemment, par ce qui s'est passé à Annecy, des enfants, qui, le plus jeune, je crois, a 22 ou 29 mois. 22 mois, je crois que c'est ça. 22 mois et 22 mois. Globalement, ils ont aux alentours de 3 ans. Aux alentours de 3 ans, il y avait notamment une classe d'école maternelle. Autour de 3 ans, qui n'ont aucune conscience du danger, hein, tout à fait, docteur. Tout à fait. Et vous parliez de colère, je pense qu'on peut même évoquer cette notion de sidération. C'est-à-dire, comme lorsqu'on est pris de court face à un événement, disons-le traumatique, vis-à-vis duquel on n'est pas préparé. Ce qu'on peut juste rappeler, c'est qu'effectivement, nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire des êtres de compréhension. On a besoin de comprendre. Et je précise, comprendre n'est pas justifié et encore moins excusé. Mais ça permet de mettre du sens sur ce qui est insensé. Là, nous sommes face à un acte qui, de prime abord, est insensé. Et d'autant plus violent qu'effectivement, il va toucher des êtres qui symboliquement, et pas que symboliquement, c'est-à-dire très concrètement, sont des êtres qui vont plutôt incarner justement l'innocence, qui vont incarner l'avenir, puisqu'effectivement, a priori, rien n'est encore écrit pour eux, ils ont tout leur avenir devant eux. Et je pense qu'effectivement la violence, elle fait résonner ça aussi. C'est-à-dire que finalement, ce sont des vies. Alors, ils sont encore en vie, leur pronostic vital est très engagé, mais disons que voilà, ça porte atteinte à ce qui pourrait être l'innocence. Quand on est comme ça, si traumatisé, à l'âge, je pense à ceux qui ont été victimes des coups de couteau, qui ont été frappés, je pense à ceux qui ont été témoins de la scène. Quand on est comme cela, frappé par la violence, si jeune, comment est-ce qu'on peut, au fil du temps, ensuite évacuer tout cela? Alors, probablement que la réaction ne va pas être la même pour les tout jeunes enfants, qui effectivement ont été atteints dans leur chair, et souhaitons-leur effectivement de survivre et de s'en sortir, parce qu'effectivement nos capacités, notamment lorsqu'on est tout petit, de résilience, de reconstruction sont énormes. Et il est très probable... sont plus grandes que plus âgées. Elles sont finalement plus grandes que plus âgées, mais aussi parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément toute la conscience de l'intentionnalité qu'on peut y mettre. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant va vivre, et même le nourrisson, le très jeune enfant va vivre effectivement l'acte dans sa chair, ça peut laisser des cicatrices psycho-affectives, traumatiques, mais qui ne vont pas être rattachées à des éléments de mémoire. Et ce que l'on peut espérer, c'est qu'effectivement la mémoire joue son rôle justement et gomme cet épisode-là pour qu'effectivement ils puissent grandir. Alors évidemment, si on leur raconte leur histoire en permanence, ça va s'imprégner en eux et de toute façon ça ne les laissera pas, ils n'auront pas un avenir comme les autres. Pour autant, je pense que les plus traumatisés, c'est ceux qui ont assisté à la scène, parce que eux, à la limite, plus que ceux qui ont été frappés. Plus que, je parle des enfants, parce que il y a un grand-père qui a été frappé, je pense que lui, ça va être très très dur de s'en remettre, parce que justement, lui, il a un âge où... au-delà des, parallèlement aux séquelles physiques qu'il pourrait avoir, il y aura des séquelles psychologiques, évidemment. Psychologiques associées. Alors que chez les enfants, il peut ne pas y avoir de séquelles psychologiques. Alors, c'est difficile à affirmer parce que plus tard, ce que l'on voit, et dans les cures d'adultes ou même dans les cures d'adolescents que je vois, on voit que certains épisodes traumatiques qui avaient été refoulés peuvent faire résurgence, peuvent revenir à l'occasion d'un traumatisme récent. C'est-à-dire qu'effectivement, un traumatisme à l'adolescence peut réveiller les séquelles d'un traumatisme plus ancien dont ils n'avaient pas forcément conscience parce qu'on ne leur avait pas dit ou parce qu'ils l'avaient oublié. Est-ce que les enfants qui ont assisté à la scène pourraient être plus traumatisés que ceux qui ont été directement atteints ?
C'est probable, parce qu'effectivement, un autre phénomène qu'on observe, c'est celui de le sentiment de danger permanent. C'est-à-dire que ceux qui ont été atteints, finalement, on est dans l'action-réaction. Ils ont été victimes et ils vont être pris en charge, et donc ils vont sortir, espérons-le, donc en bonne santé, de cet épisode. Donc il y a une forme de guérison, un peu comme quand on guérit d'un cancer. Pour ceux qui ont été témoins, peut rester en arrière-fond l'angoisse que ça arrive à nouveau et qu'ils soient victimes. C'est-à-dire que le fait d'avoir été témoin d'une agression et témoin proche peut ancrer en nous cette angoisse qu'il est très difficile à apaiser, que ça pourrait aussi nous arriver. Et donc ça peut générer effectivement des troubles anxieux chroniques. Alors évidemment, prise en charge indispensable. Là, c'est votre travail, le travail des pédopsychiatres. Alors c'est notre travail, puis c'est aussi, je dirais, un peu celui de la société en général. Parce que là, j'entendais un témoignage où on remettait en question l'intervention des forces de l'ordre. Et c'est vrai que ce genre de drame qui en plus est très vite médiatisé, renvoie aussi, d'autant que ça touche des innocents, au sentiment que l'on n'est plus protégé. Et là-dessus, je pense que la société et les médias aussi ont un rôle à jouer en disant si, nous le sommes, mais qu'effectivement, on ne peut pas parer à tout et que là, on est vraiment dans l'exemple même de, je dirais, l'accident, c'est-à-dire la situation imprévisible. 30 secondes avant que ça n'arrive, les forces de l'ordre ne pouvaient pas envisager que ça arrive. Et donc, ils ont réagi au plus vite, mais comme ils ont pu. Mais c'est important, parce que les enfants, ils ont besoin de savoir rassurer. Si on leur dit non, on n'est plus protégé, c'est terriblement angoissant. C'est terriblement angoissant. Nous avons de nouvelles informations concernant l'agresseur de nationalité syrienne, et puis avec aussi un témoignage, celui d'Anthony Le Tallec. Pour ceux qui aiment le foot, ceux qui aiment le foot connaissent Anthony Le Tallec, ancien joueur de Saint-Étienne, de Liverpool. Anthony Le Tallec est entraîneur des U17 de l'équipe d'Annecy, l'équipe de football d'Annecy. Alors, sur le profil de l'agresseur, dites-nous, Félix Mathieu. Oui, de nationalité syrienne, né en 1991, il avait obtenu le statut de réfugié en Suède, la Suède où il vivait depuis 10 ans. Ce statut avait été obtenu, ce statut de réfugié, le 26 avril dernier. Il était donc en situation régulière sur le territoire français. Il était en situation régulière de par cette décision en Suède, selon une source proche de la police. Voilà, donc on modifie les premières informations que nous avions. Il était donc apparemment, selon la police, en situation régulière, puisque de nationalité syrienne, né en 1991, il avait obtenu le statut de réfugié en Suède. Il vivait en Suède depuis 10 ans. Ce n'est pas un réfugié d'hier. Depuis 10 ans, statut de réfugié obtenu le 26 avril dernier. Seulement le 26 avril dernier. Oui. Bien. Autre précision, un témoignage. Celui, je le disais, d'Anthony Le Tallec. Anthony Le Tallec s'est confié au Dauphiné Libéré, ancien joueur de football de Saint-Étienne, de Liverpool, aujourd'hui entraîneur des U17 de l'équipe d'Annecy. Il était là au bord du lac car il courait. Oui. Il faisait son footing. Oui, lorsqu'il a assisté à cette scène horrible, il voulait attaquer tout le monde, dit-il. Je me suis écarté, il a foncé tout droit sur un papy et une mamie. Il a poignardé le papy, c'était la panique totale. Je pense qu'il avait une quarantaine d'années, un bandana ou un turban. Il l'a enlevé devant moi. Il ne disait rien de spécial, explique donc Anthony Le Tallec au quotidien régional Le Dauphiné Libéré. Il ajoute, c'était un peu irréel. Il criait, c'était pas forcément compréhensible ce qu'il disait. Il s'attaquait au bébé, il a pris la fuite. Les policiers sont arrivés, ils ont essayé de l'arrêter dans un premier temps sans ouvrir le feu. Quand il a compris qu'il était piégé, il s'est attaqué à une personne âgée et là, ils lui ont tiré dans les jambes. On connaît la suite pour le maîtriser et l'interpeller. Voilà le témoignage. Vous voulez réagir ? C'est effectivement, j'imagine, Gilles-Marie Vallée, extrêmement traumatisant pour tous ceux qui ont été là. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces moments-là, il y a une forme de sidération de la pensée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui survient alors qu'on ne pouvait pas l'imaginer. Et c'est ce qui définit le traumatisme, en fait. C'est ce qui définit le traumatisme. Bien, vous allez évidemment suivre Sud Radio, vous aurez toutes les informations avec Philippe David qui va me succéder, mais je voudrais, en quelques mots, docteur Gilles-Marie Vallée, revenir. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Annecy, mais sur ce qui s'est passé à Morsan-sur-Orge, dans une école maternelle, l'école maternelle Ferdinand Buisson. Ça s'est passé lundi, dans cette école maternelle, au moment de la pause, à midi, entre midi et 14h. Deux enfants de 5 et 6 ans ont violenté, agressé
une autre enfant de 4 ans au sein même de l'école. Certains parlent de viol, agression sexuelle dans tous les cas. Mais comment est-ce possible? Alors comment est-ce possible? C'est vrai que c'est la question à poser, parce que ce que l'on observe, ce que les thérapeutes d'enfants ou ce que les spécialistes de l'enfance savent, c'est qu'effectivement, si on évoque ce qui est, je dirais, naturel, au cours du développement psychosexuel de l'être humain et de l'enfant, parce que les enfants sont des êtres en développement, qui ont besoin de développer toutes leurs, je dirais à la fois toutes leurs compétences, pas seulement intellectuelles, mais aussi relationnelles. Chez les jeunes enfants, il peut y avoir une curiosité, et notamment au moment du démarrage de la scolarisation, parce que c'est le moment où on intervient, où on est socialisé, on rencontre les autres, on voit des différences, donc il peut y avoir une curiosité, mais cette curiosité sexuelle passe plutôt par des jeux, et des jeux qui sont effectivement des jeux un peu symboliques. On joue au docteur ou au coiffeur, on joue au papa et à la maman, donc quelque chose qui, mais justement, pas agressif, exactement, qui n'est pas du registre de l'agression. Là, vous hésitiez sur les mots. Il semblerait, mais l'étude le confirmera, qu'il y a effectivement une vraie agression, donc une agression sexuelle, avec éventuellement des actes qui pourraient parler qui pourraient faire évoquer l'idée de viol. Or, ce que l'on observe, c'est que il est extrêmement rare que dans les attitudes comme que des attitudes qui reprennent, je dirais, ou qui ressemblent aux attitudes sexuelles des adultes, j'entends, qui portent atteinte à l'autre, des actes où c'est très rare que les enfants, justement, il est très rare que des enfants de cet âge puissent avoir des comportements sexualisés qui ressemblent au comportement d'adultes. Ou alors ils ont vu. Voilà. Alors ce que les études montrent, c'est que ce soit des enfants qui ont été eux-mêmes agressés, donc soit physiquement, soit parce qu'ils ont vu effectivement des choses qui mettaient en scène des actes sexuels adultes. Mais un enfant spontanément ne va pas avoir ce type de jeu. Voilà. Bien. Merci beaucoup, docteur Gilles-Marie Vallée, d'être venu nous voir. Je rappelle, vous êtes psychiatre et pédopsychiatre, auteur de Les 101 règles de l'éducation bienveillante. Je dis bienveillante. Là, il en faut de l'éducation bienveillante. C'est nécessaire. Aux éditions Larousse. Merci beaucoup. Il est 12h27. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. Restez bien à l'écoute de Sud Radio. Vous aurez toutes les informations voulues avec Philippe David. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.